Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. 5e épisode de notre série sur les VSS dans le milieu médical, si vous n'avez pas vu les 4 épisodes précédents. Les 4 épisodes précédents, je vous renvoie à la playlist dans lesquelles se trouve du coup toute cette petite série. Et dans ce 5e épisode, on a choisi de parler de la façon dont les agresseurs sont protégés. Pourquoi et comment est-ce qu'on protège plutôt les agresseurs que les victimes ? C'est une partie qui est un petit peu révoltante, mais qui est importante à entendre. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on va sur ce point. Ouais, carrément. On parlait du Conseil de l'Ordre, c'est ça? C'est ça, Dans le donc on 5e point. est toujours avec Chloé qui nous accorde de son temps, merci beaucoup. Donc Chloé, pour rappel, pour les gens qui prendraient la vidéo en cours, tu es médecin généraliste et chef de service et tu nous parles depuis 20h30. Chef de clinique, pardon, excuse-moi. Et tu nous parles je ne suis chef de rien, je répète. Tu nous parles de la violence et des VSS en particulier dans le système hospitalier. On a vu plein de choses, les origines de la violence, comment elles sont reproduites sur les étudiants, malheureusement parfois sur les patients. Et là, on voulait aborder un thème que tu avais intitulé protection de l'agresseur plutôt que de la victime, qui est incroyablement parallèle avec ce dont je parle sur la chaîne depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu voulais dire à ce sujet-là ? Ouais, en fait, il faut parler de la place du Conseil de l'Ordre dans cette histoire parce que le Conseil de l'Ordre, il a un rôle majeur là-dedans. Le Conseil de l'Ordre, c'est l'instance qui est censée être garante du respect du code de déontologie médicale. C'est aussi l'instance qui est censée être médiateur dans les conflits entre les soignants et leurs patients. Dans le code de déontologie, il y a tout un tas d'articles. Il y a un article qui est l'article de respect de la confraternité. Alors, le respect de la confraternité, c'est un principe qui dit que entre soignants, nous devons être confraternels, être respectueux les uns des autres et donc ne pas dire qui peut prendre, notamment devant les patients de l'autre. Alors, cette règle de base, pourquoi pas ? Enfin, voilà, notamment, il ne faut pas dénouer l'alliance thérapeutique qu'un soignant peut avoir avec son patient sans raison et tout ça, bien entendu. Néanmoins, il semble évident que cette règle de confraternité, elle n'est pas prioritaire sur la protection des patients. Et qu'on a le droit de critiquer un soignant quand il fait mal son travail et quand il met en danger, quand ses actions sont délétères pour ses patients. Le problème, c'est que face au Conseil de l'Ordre, pendant très 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 longtemps, ça a été toujours beaucoup plus facile de faire condamner quelqu'un pour non-respect de la confraternité que de faire condamner un médecin qui ferait du mal à ses patients ou ses patientes. Et donc, il a été très fréquemment vu que des médecins signalent certains de leurs confrères qui ont des attitudes qui ne sont pas acceptables, qu'ils se prennent une contre-plainte pour non-respect de la confraternité et que ça soit le non-respect de la confraternité qui gagne. Et donc, c'est terrible. Et puis, en plus, pendant longtemps, le Conseil de l'Ordre a réglé les problèmes d'agression sexuelle. Alors déjà, les agressions sexuelles, le viol, c'est un crime, d'accord ? Ça se règle devant une cour d'assises, normalement. C'est un crime. Et le Conseil de l'Ordre a eu tendance à ne pas transmettre les choses qui relevaient du pénal aux instances compétentes, mais à gérer ça entre soi dans les... on va dire, entre potes, quoi. Donc, en plus, avec des manières de faire qui consistent à confronter l'agresseur et la victime dans une pièce, comme si c'était très agréable pour les patientes qui déjà étaient dans des situations d'emprise, ont mis beaucoup de temps à parler, à oser porter plainte, etc. En plus, on se retrouve face au type qui a encore parfois de l'emprise sur nous. Enfin, c'est des méthodes d'une violence inouïe pour les victimes. Et pendant très longtemps, ils ont eu un silence coupable, voire même parfois une protection active. Et alors, c'est dans le documentaire MeToo Médecin qu'ils en parlent, cette histoire, elle est hallucinante. Mais pour vous donner une idée, dans les années 80, il y a eu un ORL qui a eu une plainte au Conseil de l'Ordre parce qu'il a fait imposer une fellation à un petit garçon de 7 ou 8 ans, je crois. Bon, il a reçu un blâme. Voilà, il a reçu un blâme. Et ça, c'est une petite... une petite anecdote des années 80, mais plus récemment, il y a plusieurs fois des médecins qui ont été accusés de viol par leurs patientes et qui ont reçu 6 mois de suspension. Voilà, 6 mois d'interdiction d'exercice. C'est des trucs hallucinants. Et quand la personne fait appel, l'appel est suspensif. Donc, en attendant, il continue à voir des patientes et à potentiellement agresser encore des gens, quoi. C'est hallucinant.
Et pour vous donner une idée, l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec des patientes, elle a été inscrite dans le code de déontologie uniquement en 2019. Et c'est pas passé C'est facilement en juste plus. hallucinant. Pardon, excuse-moi, Stéphane. Et en plus de ça, c'est pas passé facilement. Hein. Ah mais non, c'est pas passé facilement. Ça a été, il y a eu des débats. Alors moi, j'ai un souvenir de cette époque. Ça devait être sur une émission genre le téléphone sonne de France Inter ou un truc comme ça, où il y avait donc ça parlait d'inscrire ça dans le code de déontologie et il y avait tout un tas de mecs, des médecins, hein, qui appelaient en disant comment ça, mais c'est un scandale, on n'a plus le droit d'avoir des relations des sexuelles avec ses patientes, mais comment va-t-on faire? Comment on fait quand on tombe amoureux, monsieur et tout? Alors, mais moi, j'avais vraiment envie de leur dire non, mais attends, déjà, mec, si ça t'arrive plusieurs fois par an de tomber amoureux, je mets 50 guillemets autour de tomber amoureux de tes patientes, c'est quand même que tu as un sacré problème de positionnement vis-à-vis d'elles. Hein. Enfin, c'est quand même extrêmement louche. Je veux dire, moi, déjà que ça arrive une seule fois, ça me semble relativement lunaire. Hein. Enfin, de toute façon, les réactions des types étaient lunaires. Vraiment, les gars, ils trouvaient que c'était pas juste, quoi. Comment ça, on peut plus coucher avec ses patientes? Mais c'est terrible. Et en fait, quand on leur explique, mais tu te rends bien compte quand même qu'il y a une relation d'emprise, que tu es dans un truc asymétrique avec ta patiente, mais pas du tout. Voilà, les types, ils faisaient comme s'ils n'avaient pas compris, quoi. Vraiment, ils étaient extrêmement surpris. Bref, c'était lunaire, c'était hallucinant. Et ça en dit long, en fait, sur la psychologie générale et l'image générale qu'avaient ces trucs-là. Moi, je vous avoue que quand les débats ont eu lieu sur le code de déontologie, je suis tombée des nues parce que je savais même pas que c'était pas dedans, en fait. Ça me paraissait, enfin, je pensais que ça y était déjà. Eh ben non, pas du tout. Je me permets. Donc, les parties qui viennent sont un petit peu plus courtes hein, pour les personnes qui nous suivent. On va pas vous garder 3 heures. Le plus gros et le plus dur a été dit. Je sais pas comment tu arrives à avoir un tel débit de parole, à être aussi clair pendant si longtemps. Je t'envie, Chloé. Juste avant qu'on passe aux questions, c'est important pour moi d'en parler. On va inviter quelqu'un sur la chaîne là, dans pas longtemps, dans les prochaines semaines. Je peux pas trop vous en dire plus pour le moment à sa demande. C'est une femme qui a dénoncé des pratiques catastrophiques d'un médecin. Vraiment catastrophique, qui travaille dans le milieu médical également et qui se retrouve actuellement accusé justement à cause de ça et qui peut potentiellement tout perdre. Quoi. Accusé devant le tribunal, là en l'occurrence, hein, pour non-respect de la confraternité. Donc Exactement. voilà. Dès qu'on pardon, mais tu vois pourquoi moi tu vois pourquoi je parle pas des listes de médecins safe. Oui, absolument. C'est pour ça, en fait. Je suis obligée de me protéger. Et pourquoi je parle que des histoires de mecs qui sont jugés c'est parce que je me protège. Oui. Bon, en tout cas, voilà, dès qu'on en saura plus sur son histoire, elle viendra sur la chaîne, elle sera plus anonyme, et il faudra qu'on la soutienne, c'est important. Bravo à elle, en tout cas. Bravo à elle. Je lui transmets, mais je sais qu'elle va regarder le replay en plus. Mais je lui enverrai cet extrait. Ferry, est-ce qu'il y avait des questions sur ce sujet ou peut-être auxquelles on n'avait pas pu répondre sur la partie précédente ? Alors, il y a une question. Comme la partie a été courte, il y a eu moins de questions. Est-ce plus difficile de la part de Jean Mac, avec un K, hein, rien à voir avec les Mac, est-ce plus difficile d'amener un médecin devant le tribunal pour des violences parce qu'à côté de ça, il soigne beaucoup de monde? Est-ce un paradoxe moral? Moi, je pense que c'est surtout le statut social qui fait et la classe sociale qui fait que c'est plus difficile de mettre un médecin devant les tribunaux. Parce que le statut social de médecin, c'est un statut qui est extrêmement valorisant. C'est un métier qui est considéré comme à la fois très utile, le statut social de médecin, il est très très protecteur. Et par ailleurs, les médecins sont des gens qui gagnent bien leur vie, voire même très très bien leur vie pour certains. Et du coup, forcément, face à la justice, alors là, les événements actuels nous le montrent très très bien. Mais face à la justice, suivant qu'on soit, alors il y a une citation que j'ai pas en tête là, mais suivant qu'on soit riche ou pauvre, on va pas être traité de la même manière. S'attaquer à un médecin, c'est s'attaquer à un notable, c'est s'attaquer à une personne riche, à une personne qui a les moyens de se payer une défense de qualité, qui a les moyens d'engager des procédures judiciaires. Et donc il y a ce flanc-là. Et en plus, il y a le statut protecteur du médecin. Et en plus, comme l'a dit Paduring tout à l'heure sur l'affaire Le Squarneck, mais il y a le fait qu'en ce moment, on a besoin de médecins.
et que du coup, faire le choix d'interdire d'exercice à un médecin suivant la spécialité qu'il a et l'endroit où il travaille, effectivement, ça peut être un choix très compliqué à faire. Mais je pense que c'est plus de l'ordre, comment dire, du statut social et des difficultés actuelles d'accès aux soins que du côté moral de «il soigne du monde» en soi. Une Parce autre- qu'à ce moment-là, ça serait difficile d'attaquer une aide-soignante, ça serait difficile d'attaquer une aide à domicile, ça serait difficile d'attaquer un éboueur. Je veux dire, la société, elle ne tourne pas sans éboueur, hein. Ça serait difficile d'attaquer tout un tas d'autres gens qui, eux, ne bénéficient pas du statut social privilégié du médecin Oui, oui, absolument. et qui, pour autant, ont une utilité sociale majeure. D'autres questions peut-être, Ferry? Alors, il y a une question que j'ai passée sous silence de la dernière partie, de avec et contre. Question pour Chloé. Si un médecin doit choisir entre soigner un homme et une femme avec exactement les mêmes symptômes, est-ce que tu penses qu'il choisira l'homme? Ah, je j'irai pas jusque-là. Je pense que ça doit dépendre du médecin. Mais non, j'irai pas jusque-là parce que, comment dire? Heu, C'est plutôt que vous Ça n'allez va pas les dépendre du prendre en charge symptôme de la déjà. même façon. Ouais, par contre, la prise en charge peut différer, c'est ce dont on parlait avec la douleur, au tout début. La prise en charge, elle peut différer parce qu'on va pas interpréter le même signe clinique de la même manière, chez un homme et chez une femme. Mais de là à dire qu'il choisirait de soigner un homme, pas forcément. Puis j'ai envie de dire, ça dépend de l'homme. Il y a des hommes qui peuvent être dans des situations où on n'a pas envie de les soigner, hein. Je vous assure que des personnes, des hommes qui sont SDF, étiquetés alcooliques, qui sont pas propres parce que ils n'ont pas accès à un appartement, à une douche, à tout ça, à des habits propres, etc. Sont face à une femme, de classe moyenne qui sent pas mauvais, etc. Je pense que le médecin préférera choisir la femme. À l'inverse, une femme étiquetée, par exemple, travailleuse du sexe, en grande précarité, porteuse du VIH, etc., c'est une femme qui va subir beaucoup plus de discrimination dans le soin. Il n'y a pas que le genre qui joue dans la discrimination de soins. C'est un package. C'était les biais dont tu nous avais parlé au départ. Avant de passer du coup à la 6e partie, en recommandation, j'avais simplement oublié après la 4e partie de vous recommander ça que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Omerta à l'hôpital du docteur Valérie Auslander. Et par rapport à la partie dont on vient de parler, protéger la mère, c'est protéger l'enfant d'Édouard Durand. Je l'ai déjà cité 100 fois sur la chaîne, mais l'ouvrage est absolument Oui, essentiel. oui, oui. Oui, oui, tout à fait.